À 5h29 du matin, Starbucks n'a pas ouvert un magasin. Elle a activé une machinerie mondiale de manipulation émotionnelle, de dépendance chimique et de marketing déguisé en attention. Au moment où la première machine à espresso a libéré de la vapeur à Pike Place, des millions de personnes étaient déjà piégées dans un réseau invisible. Notifications conçues pour entraîner le cerveau, sucre camouflé en café et promesses numériques qui transforment les habitudes en addiction. Vous ne prenez pas un cappuccino, vous financez un empire qui transforme 65 cents en 7 dollars en vous vendant l'illusion que vous prenez soin de vous. Bienvenue dans la tromperie la plus rentable du siècle. Non loin de là, Emily, programmeuse de 29 ans, vérifiait le solde de sa Starbucks Card en attendant l'ascenseur. Elle la rechargeait supposément chaque mois. Mais le geste était devenu si automatique que la dépense réelle se cachait derrière de minuscules prélèvements de 20 dollars traités à l'aube. Chacun correspondait à pas moins de 10 pink drinks, mais se déguisait derrière des icônes dorées perçues non comme de l'argent, mais comme du progrès. Hors du radar conscient, la psychologie de renforcement variable, la même qui fait tourner la roulette d'un casino, avait transformé des millions de consommateurs en mineurs de dopamine, prêts à payer jusqu'à 9 dollars pour une boisson dont la matière première ne dépasse pas 80 cents. Dans l'arrière-boutique du magasin de Pike Place, le superviseur consultait un tableau de bord avec des métriques en temps réel. Commandes par minute, ratio d'options vendues, temps d'attente au drive-thru. Chaque chiffre définit l'intensité de travail des baristas, chronométrés pour servir un latte chaud en 90 secondes et un frappuccino supersonique en 110. Si une commande est retardée, une lumière rouge s'allume et déclenche un compte à rebours. 6 secondes pour retrouver le rythme ou une alerte régionale se déclenche. Cette pression alimente l'efficacité qui justifie le prix, mais elle pousse aussi les employés à un roulement annuel dépassant 90% dans certaines villes. Pendant ce temps, à 9000 km, Jaime récoltait des cerises de café sur les pentes du volcan Acatenango, au Guatemala. Pour chaque arroba, il recevait 3 dollars. Le fruit de son travail se retrouverait des mois plus tard dans des sacs de single origin vendus 24 dollars la livre. Entre le champ et la tasse s'étend une marge qui finance des passerelles de durabilité et des fresques avec des agriculteurs souriants, même si Jaime ne pourrait pas se payer la boisson contenant son propre café s'il voyageait aux États-Unis. Le paradoxe illustre l'économie inversée. Plus le grain parcourt de distance, plus sa valeur augmente, mais jamais dans la poche du producteur. À 6h10, la file du drive-thru serpentait dans le parking. Le temps d'attente moyen avait doublé par rapport à 2010, de 3 à presque 8 minutes. La raison réside dans la préférence de l'entreprise pour la commande mobile, priorisée car elle génère plus de données et un ticket moyen 25% supérieur à celui du client sur place. Un conducteur peut voir son tour passer pendant qu'un autre, qui a commandé via l'application à 100 mètres, reçoit sa boisson en premier. Cette hiérarchie invisible exaspère certains, mais le confort numérique l'emporte toujours. Personne ne quitte la file car la promesse de caféine s'est transformée en nécessité biochimique. La boisson phare du matin est le cold brew avec crème sucrée. 170 calories pour une taille moyenne, 16 grammes de sucre, 35 mg de graisse. Mais le marketing la définit comme une option énergétique et légère. Depuis son lancement, la marge nette de la ligne de boissons froides a dépassé de 15% celle de l'espresso classique. Le sirop aromatisé coûte 700, la mousse à la vanille 14, le café 20. Prix final, 5,95 $. La différence s'explique par le récit de fraîcheur, la mousse photogénique et l'illusion que froid signifie moins calorique. Emily, tasse en main, publie une story sur Instagram. L'algorithme montrera cette photo à 500 abonnés. Certains attraperont l'envie dans une dynamique virale que l'entreprise appelle Earned Media, publicité gratuite répétée chaque minute sur la planète entière. Dans une présentation interne, on calcule que les noms mal orthographiés sur les tasses génèrent 14 millions d'interactions annuelles. Erreur humaine? Oui, mais souvent intentionnelle car Jessica, avec un K, provoque plus de rires et de photos que l'orthographe correcte. Vers 8h, l'infirmière du collège Monroe rencontre pour la 3e fois cette semaine un élève arrivant avec un frappuccino à la fraise, 640 calories, 70 grammes de sucre. Le petit le boit avant le premier cours. À 10h, sa glycémie chute et il demande à sortir car il a mal à la tête. Personne n'appelle cette tasse dessert. L'étiquette café la légitime comme petit déjeuner. L'impact se reflète dans des études récentes. Les adolescents consommant des boissons Starbucks 2 fois par semaine prennent jusqu'à 6 livres par an par rapport au groupe témoin. Mais la marque se positionne comme option premium lifestyle, pas comme fast-food. À 9h30, le directeur financier à New York analyse un autre rapport confidentiel. Plus de 40% des transactions mondiales se font déjà via l'application. La dépense moyenne de ses utilisateurs double celle des clients spontanés. L'objectif pour 2026 est d'atteindre 60%.
Pour accélérer le processus, l'entreprise mettra en place des défis surprises, offrant 80 étoiles pour 3 visites en 5 jours. Valeur réelle des 80 étoiles, moins de 2 $. Mais la perception de récompense rapide incite à une dépense minimale de 22 €. C'est de l'arithmétique de casino. Risque zéro pour la maison, attraction maximale pour le joueur. À l'usine de sirop de Portland, les opérateurs calibrent la consistance d'un nouveau sirop goût biscuit d'avoine. Le responsable qualité rappelle qu'il y a 10 ans, les boissons les plus vendues étaient les cappuccinos simples. Aujourd'hui, la gamme de desserts liquides domine les commandes. Chaque sirop est conçu avec 8 à 10 tests sensoriels visant la courbe parfaite de douceur, viscosité et mouthfeel. Une petite augmentation des solides solubles augmente la sensation de corps, permettant de masquer la réduction d'espresso sans que le client perçoive sa boisson comme diluée. Moins de café, même prix, marge supérieure. À 11 h, les baristas du service du matin ont accumulé 100 boissons par employé. La fatigue se voit au coude, au dos, au visage. Le service suivant arrive avec pour mission de vendre paninis et salades. Les options alimentaires représentent 20% du ticket, mais 30% de la marge. Le manager suggère des phrases de vente suggérée. Un banana bread pour accompagner votre latte. Phrases apprises lors de formations qui reproduisent à la technique de l'ancrage en psychologie. Le client imagine une paire naturelle boisson-nourriture et refuse rarement si la phrase est prononcée avec un ton aimable. Alors qu'Emily rentre chez elle après une longue journée, son application vibre à nouveau. Dernière chance aujourd'hui pour atteindre le niveau Gold. Il reste 2 heures pour boucler le cycle quotidien. La tentation est forte. Elle a déjà dépensé 43 $ dans la semaine. Elle se rappelle l'objectif d'économiser, mais les buts se brouillent entre notifications, fatigue et désir d'une petite récompense. Elle ouvre la carte de l'application, repère un magasin à 4 pâtés de maison et décide de marcher. La boucle se nourrit seule. À l'aéroport d'Atlanta, un voyageur international achète une bouteille de sirop Pumpkin Spice, édition spéciale, dans la boutique Duty Free. Il paie 50 $. Le coût de production est d'1,80 $. Ce même sirop serait utilisé dans des centaines de boissons à 1 centime par dose. La frénésie saisonnière transforme une saveur artificielle en symbole d'identité automnale. Les ventes du PSL se concentrent sur 75 jours, suffisant pour générer 500 millions de $. Il n'y avait pas de vraie citrouille avant qu'une protestation n'oblige à reformuler la recette. Mais le charme était déjà ancré dans la culture. Le soir, dans la salle de réunion de Seattle, les dirigeants examinent un dossier de logistique inversé des gobelets. Seul 1% est effectivement recyclé. Ils proposent d'augmenter la remise sur tasses réutilisables à 20 cents. Le département financier écarte l'idée. Cela coûterait 45 millions par an en déduction. La durabilité doit équilibrer la viabilité économique. Le problème est reporté à la prochaine réunion. Ainsi se déroule une journée parfaite dans l'équation Starbucks. Millions de transactions, milliers d'histoires sur les réseaux, tonnes de sucre vendus comme désirs sophistiqués. Litres de sirop colorant la perception, grains payés quelques centimes à l'origine et revendus à 1 $ la dose. Le tout assemblé dans un engrenage de psychologie appliquée, prix qui semble raisonnable car jamais dépassant le billet élevé. Récompenses non délivrées en espèces pour transformer la dépense douloureuse en score ludique. Rareté artificielle transformant le sirop goût citrouille en objet culte. Et surtout, un récit répété à chaque gorgée, tu le mérites. La ligne séparant l'arôme torréfié de l'odeur âcre d'une décharge se parcourt en moins de 24 heures. À 10h14 du matin, un venti caramel macchiato quitte le comptoir avec le nom Marianne griffonné. À 11h10, il a déjà été photographié, vidé et jeté dans une poubelle publique à la Nouvelle-Orléans. 2 jours plus tard, ce même gobelet repose compacté dans une colline de déchets près du delta du Mississippi, recouvert d'une fine boue toxique qui s'infiltre vers les marais. Ce voyage éclair, du glamour urbain à la pourriture, révèle la contradiction structurelle. Une icône d'expérience premium conçue pour être jetée avec la rapidité d'un mouchoir en papier. Les dirigeants de l'entreprise appellent cela le problème post-consommation. Les écologistes le décrivent comme une bombe en plastique laminé impossible à recycler. La couche intérieure en polyéthylène, appliquée pour imperméabiliser le carton, fond à une température différente. Dans la majorité des centres de recyclage, les machines la rejettent. Résultat, moins de 1,6% des 4,2 milliards de gobelets annuels sont récupérés. Suffisant pour entourer la Terre 11 fois, calculent les ONG. Mais la métrique corporative signale un progrès de 7% sur les tasses réutilisables grâce à des campagnes pilotes où les clients paient un dépôt remboursable. Ce que la diapositive ne mentionne pas, c'est que ces pilotes ne concernent que 30 magasins sur plus de 35 000. Dans un centre de tri des déchets à Seattle, Maria, opératrice de ligne, sépare manuellement les cartons contaminés du plastique PET réutilisable.
La sirène verte apparaît sur le tapis toutes les quelques secondes, impossible à confondre. Elle sait qu'elle ne peut pas recycler, mais n'a pas l'autorité pour arrêter le convoyeur. Chaque heure, elle traite jusqu'à une tonne d'emballage. Chaque heure, elle jette dans la fosse un volume suffisant pour remplir la caisse d'un camion de livraison. En triant des gobelets sans avenir, elle se rappelle le slogan vu dans la vitrine de Pike Place « Je veux un monde meilleur ». L'ironie l'accompagne jusqu'à la fin du service. À 10 000 km, dans les collines de Nyamasheke, au Rwanda, Jean-Claude prépare des semis de caféiers dans une pépinière communautaire. Le sol volcanique promet un grain à haute acidité, valorisé dans les dégustations de spécialités. Cependant, les pluies sont devenues imprévisibles. L'ombre naturelle de la forêt environnante a été abattue pour ouvrir de nouvelles terrasses face à la promesse de contrats avec des acheteurs internationaux. La température moyenne a augmenté de 2 degrés en une décennie, suffisante pour stresser la plante et attirer le broca, un insecte dévastateur. Jean-Claude calcule qu'il devra semer le double pour récolter la même quantité. Les ingénieurs agronomes d'une ONG suisse expliquent donc que la déforestation est une arme à double tranchant. Elle expose les pentes à l'érosion et évapore l'humidité dont les caféiers ont besoin. Mais les petits producteurs réclament des revenus immédiats. La forêt est sacrifiée au nom de la demande mondiale. Starbucks, principal acheteur de café de spécialité rwandais, a promis zéro déforestation d'ici 2030. Cependant, les contrats d'achat se négocient via des intermédiaires. Les exigences environnementales incluent rarement des audits de couverture forestière réels. Au final, si le grain passe les tests de tasse, degré d'acidité, profil citron floral, le bateau part vers les ports de Charleston et Auckland. L'empreinte carbone de ce fret figure rarement sur les étiquettes des sacs réserves exposés comme des trophées dans les magasins phares. Le consommateur savoure des notes de bergamote sans soupçonner le glissement de terrain qui menace les fondations de la ferme de Jean-Claude. Pendant ce temps, à Minneapolis, une équipe juridique analyse la dernière vague de demandes syndicales. Les magasins ayant voté pour former un syndicat atteignent 190, un simple 1% du réseau mondial, mais suffisant pour ouvrir des fissures dans le récit du barista partenaire. Des documents fuités révèlent que la contre-proposition de l'entreprise: réduire les heures de travail des leaders de campagne et renforcer les modules d'engagement, louant l'opportunité de croissance. Parallèlement, l'entreprise consacre 5 millions de dollars à des cabinets spécialisés en gestion du climat social. Lors de conférences motivationnelles, on insiste sur le concept de troisième maison. Starbucks n'est pas du travail difficile, c'est une communauté. Les baristas écoutent, mais mesurent l'écart entre la rhétorique et leur fiche de 16 heures par semaine, suffisante pour rester en dessous du seuil exigé pour la couverture médicale. La chaleur opérationnelle se fait davantage sentir dans les villes à forte densité. À Manhattan, dans un magasin sans table, appelé Pick Up Only, les baristas utilisent des écouteurs pour communiquer entre eux. Les commandes arrivent, via l'application, à un rythme de 4 par minute. Leurs mains répètent des mouvements dans un balai exténuant. Tasse, sirop, lait, glace, couvercle. Une pause de 15 secondes pour boire de l'eau peut retarder la file virtuelle et déclencher des critiques sur l'application. Les avis chutent de 5 étoiles à 3. Pour une seule erreur, l'algorithme pénalise le magasin. Cette pression, ajoutée au contact avec des clients qui ne franchissent jamais la porte, crée une paradoxe. Starbucks vend de la proximité émotionnelle mais digitalise le service au point de déshumaniser les travailleurs. La sirène séduit dans la publicité. La réalité chronomètre chaque sourire. Au conseil d'administration, on discute d'une stratégie pour accroître la perception écologique sans compromettre les marges. La proposition phare, une campagne mondiale de storytelling mettant en avant des histoires d'agriculteurs résilients, des gobelets en papier plantable et un nouveau couvercle sans paille qui économise 60 tonnes de plastique par an. Cependant, une étude interne signale que le couvercle Sippy Cup utilise 20% de plastique en plus que la version précédente. La solution en relations publiques ? Changer le cadre. Moins de paille est un titre plus puissant que plus de polymère par couvercle. Un jeu de main statistique où le pourcentage pertinent se cache derrière une comptabilité complexe du polymère. Parallèlement, un laboratoire R&D travaille sur une mousse végétalienne stable à base de protéines de pois. L'objectif est de remplacer le lait entier sans compromettre la texture qui stimule les récepteurs tactiles sur la langue mais le palais. L'investissement se justifie sous l'étiquette durabilité et inclusion diététique. Mais le département financier calcule l'incitation réelle. Le lait végétal coûte moins cher, ne nécessite pas une réfrigération stricte et se vend avec un surcoût de 75 centimes de dollars. Marge presque double. Sur la ligne de production, la protéine de pois est blanchie avec du dioxyde de titane pour imiter la blancheur lactée. Un additif controversé dans l'Union européenne, mais légal aux États-Unis. Le consommateur ne perçoit que l'étiquette « plant-based » sans note en bas de page. Plus au sud, à Sao Paulo,
un économiste explique à la télévision que le boom du café à consommation instantanée en Amérique du Nord exerce une pression sur les surfaces cultivées. Le Brésil concurrence l'Amazonie pour de nouvelles plantations. Entre 2000 et 2020, l'État du Minas Gerais a perdu 400 000 hectares de forêts denses. Le café est planté là où la biodiversité régnait auparavant. Starbucks est l'un des nombreux acheteurs, mais son pouvoir de fixation des standards pourrait exiger du café sans déforestation. En pratique, le plus courant est de garantir seulement des niveaux basiques de pesticides et d'humidité du grain. L'auditeur indépendant visite une ferme sur 100. Les autres signent une autodéclaration. À l'échelle urbaine, l'empreinte du cyclone café se mesure en trafic et émissions. Les commandes mobiles augmentent les kilomètres parcourus par véhicule. Les conducteurs exigent un drive-thru pour une commodité sans descendre de la voiture. Des études de l'Université de la Colombie-Britannique montrent que le temps supplémentaire de moteur au ralenti génère jusqu'à 40 litres de CO2 par jour et par magasin. Multiplié par les 11 000 drive-thru de la compagnie, cela équivaut aux émissions annuelles d'une ville de 100 000 habitants. L'entreprise prévoit d'installer des panneaux solaires dans 500 magasins pilotes pour contrer la statistique. Un calcul superficiel suffit pour remarquer que la compensation est cosmétique. À l'intérieur du magasin, l'éclairage chaud et la playlist sélectionnée ne sont pas fortuits. Les scientifiques du design sensoriel ont déterminé qu'une température de couleur de 3000 Kelvin et un niveau sonore de 38 décibels dissuadent de l'anxiété et prolongent la présence. Chaque minute supplémentaire dans le local augmente de 6% la probabilité d'achat impulsif. Un muffin, un thermos, une carte cadeau. L'expérience « chez soi, loin de chez soi » remplit sa fonction. Transformer le confort en dépense. À midi, Clara rouvre l'application, elle a relevé le défi et reçoit 100 étoiles supplémentaires. En termes réels, elle a dépensé 42 $ pour obtenir un coupon de boisson gratuite évalué à 7. Mais l'interface célèbre, avec des confettis virtuels, le cerveau récompense avec de la sérotonine. La transaction financière s'est transformée en jeu vidéo. Le modèle free-to-play appliqué à la vie réelle sans avertissement de microtransactions. Ce week-end, une manifestation climatique occupe la place centrale de Seattle. Des centaines de jeunes tiennent des gobelets réutilisables peints avec des messages « Sirène toxique »,« Mon café ne vaut pas une forêt »,« Recyclez vos mensonges ». La police observe tandis que des touristes photographient toute la scène, gobelets jetables à la main. Certaines images sont publiées sur les réseaux. La discussion s'éteint après quelques heures. Starbucks répond par un tweet officiel réaffirmant son engagement pour un futur plus vert. Puis, silence. La vague digitale se dissipe entre mèmes de chat et actualités de célébrités. Lundi, la ligne de sirop reprend son rythme. Une chercheuse de l'Université de Toronto publie une étude liant la disponibilité de boissons sucrées à la proximité des magasins Starbucks avec des niveaux élevés d'insulinorésistance dans les zones à faible revenu. La presse généraliste ne relaie presque pas l'histoire. L'espérance de vie ne cote pas en bourse. La partie la plus complexe de l'engrenage, curieusement, n'est pas dans la chaîne logistique mais dans la narration. Starbucks vend des histoires d'agriculteurs héroïques, de baristas créatifs, de clients qui transforment un gobelet en toile d'expression. Chaque histoire couvre une externalité, déforestation, plastique, obésité, exploitation. Si l'histoire brille suffisamment, le public ne regarde pas derrière. Le personnage éclipse la scène qui s'effondre. Cependant, quelques fissures apparaissent. Des employés anonymes sur Reddit décrivent comment les nouvelles boutiques Pick-up Only évitent toilettes publiques et chaises pour décourager les sans-abri. À Portland, un barista publie une vidéo montrant un conteneur de nourriture invendu que la politique du magasin ordonne de jeter. 15 panini, 12 salades, 8 boîtes de fruits. La réglementation interne interdit les dons pour responsabilité alimentaire. Le matériel devient viral. Starbucks émet un communiqué promettant de revoir les protocoles. Les images disparaissent sous un flot de nouveaux lancements de boissons saisonnières. Les actionnaires se réunissent en assemblée et applaudissent les résultats. Une hausse de 15% des revenus et l'ouverture de 2 magasins par jour en Asie. Un plan de rachat d'actions de 20 milliards est approuvé. Applaudissements. En coulisses, un conseiller rappelle que la récession pourrait freiner les dépenses discrétionnaires. Le PDG répond que les boissons de petit luxe résistent à tout climat économique. La crise offre un refuge émotionnel. En 2008, les ventes ont chuté de seulement 3%, tandis que l'hôtellerie s'effondrait. Le modèle se confirme. La dépendance à la dopamine quotidienne est anticyclique. La journée se termine avec un nouveau record de gobelets vendus. 4 milliards restent des chiffres abstraits jusqu'à s'amasser dans rivières et océans. Mais cela se passe loin des vitrines. Les dirigeants rentrent chez eux, satisfaits. Jean-Claude se couche, préoccupé par la peste et le prix exigé par l'intermédiaire. Maria prend un analgésique pour le mal de dos avant de dormir. Clara active l'alarme à 6 heures pour répéter la routine. Le cycle de la sirène reste intact.
À l'aube, la baie de San Francisco peine à se couvrir de brume lorsqu'une équipe de neuroscientifiques franchit la porte d'un laboratoire qui, ironiquement, sent le café filtré. Des électrodes fixées sur des casques de pointe mesurent les micro-variations de dopamine de volontaires exposées au design sensoriel d'un magasin Starbucks recréé dans le détail. Lumière chaude, jazz à faible volume, arôme de torréfaction moyenne diffusé par des diffuseurs. L'expérience vise à déterminer combien de millisecondes suffisent pour déclencher une lueur de plaisir anticipatoire avant l'apparition de la boisson réelle. Le pic se produit en moins de 200 millisecondes. Quand la tasse touche la main du participant, son cerveau a déjà justifié l'achat. Le flux de sérotonine arrive ensuite, un second prix garantissant la répétition de l'habitude. Ce circuit biochimique ne dépend pas uniquement du café. Il nécessite l'enrobage sémantique qui le légitime comme acte de soin de soi. Dans les manuels internes, la firme appelle son lexique « dialecte mermed », mot inventé, taille renommée, catégorie fluide qui confondent calories et fonctionnalité. Le Skinny Latte contient 30 grammes de sucre par sirop light. Le Refreshers, aux fruits rouges, contient plus de caféine qu'un double espresso, mais se vend comme hydratant. La clé réside dans le déplacement sémantique. Le mot « café » englobe tout mélange liquide et inhibe l'alerte calorique qui s'activerait si l'on annonçait « dessert ». Ainsi, le langage se boit avant que l'estomac ne traite une goutte. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Bruxelles prépare un règlement qui pourrait bouleverser le tableau. La Commission européenne débat d'un système d'étiquetage frontal des boissons sucrées, obligeant Starbucks à imprimer un octogone rouge sur chaque gobelet dépassant 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Le lobby de la restauration tente d'exempter les chaînes qui personnalisent les produits du surplace. Mais le projet avance, il est soutenu par des preuves d'épidémie métabolique. Si adopté, un venti frappuccino afficherait 3 octogones, sucre, graisse saturée, calories. Un analyste de marché avertit le comité de Seattle qu'un seul octogone rouge peut freiner les ventes de 15% et 3 pourraient être fatales. Le département juridique envisage reformuler les recettes, réduire la taille au standard ou lancer des campagnes éducatives diluant la perception du risque. À Washington, une autre menace se prépare. Une taxe fédérale sur les boissons à haute teneur énergétique. Inspiré du modèle de Philadelphie, où 1,5 centime par once a entraîné une chute de 26% des ventes de soda. Une projection du think tank Brookings indique que Starbucks perdrait jusqu'à 1,4 milliard de dollars de revenus annuels si la taxe s'étendait. L'entreprise se positionne comme café d'expérience, mais 90% de ses boissons les plus vendues dépassent le seuil de sucre proposé. Dans une lettre interne, le PDG alerte « Nous serons redéfinis ou nous redéfinirons ». Pour anticiper, le département innovation lance le projet Sequence, une ligne de boissons fonctionnelles avec adaptogènes, probiotiques et caféine microdosée. L'objectif, occuper le domaine de la santé préventive avant que les régulations ne classent Starbucks dans la catégorie des sodas. Les nouveaux noms évitent dans les adjectifs sucrés. Focus Brew, Immune Cloud, Adapt & Go. Cependant, la base reste sucrée. Le goût est maquillé avec de la stevia, mais l'OMS vient de déclarer que la consommation régulière d'édulcorants ne réduit pas l'adiposité et pourrait altérer le microbiote intestinal. Le dilemme persiste. Comment maintenir le facteur plaisir, le moteur de dopamine, sans étiquette rouge? Pendant que le siège débat, les baristas vivent de la transition avec scepticisme. À Phoenix, Samantha reçoit l'ordre de proposer le Focus Brew aux clients demandant un deuxième espresso. Il coûte $1 de plus, promet clarté mentale et double la L-théanine. Elle demande si la L-théanine modifie l'absorption de caféine. Son superviseur ne sait pas. Le manuel mentionne « sensation de calme sans sédation ». Samantha pressent que les clients poseront bientôt la même question et craint d'être exposés. L'entreprise privilégie la rapidité. 3 mois de l'idée à l'étagère. L'équipe juridique avertit que les suppléments sont moins régulés que les médicaments. Il suffit d'inclure « ce produit n'a pas vocation à diagnostiquer ou soigner ». À la périphérie de Chicago, un entrepôt automatisé reçoit un camion de nouvelles tasses EcoSip, prétendument biodégradable industriellement. Le polylactide ne se dégrade qu'à 60 degrés Celsius en environnement contrôlé. Le dépôt municipal fonctionne à 50 degrés Celsius. Les EcoSip finiront comme les précédentes, enterrées. Mais le marketing les présente comme un progrès. Les actionnaires applaudissent l'investissement vert. Le cercle réputation-consommation continue de tourner. Le prisme linguistique ne s'applique pas qu'aux recettes. Il s'infiltre dans la conversation sur le travail. Les congrès RH citent Starbucks comme exemple de employabilité liquide. L'euphémisme masque la pratique des horaires microfragmentés. 17h, 19,5, jamais 20. La limite légale pour l'assurance médicale reste intacte. 6000 postes
ont été créés l'an dernier, tandis que le nombre total d'heures reste stable. Offrir l'illusion d'embauche massive sans augmenter la masse salariale est un tour d'ingénierie sémantique. À New York, un collectif de baristas publie un rapport alternatif, Starved Bucks. Il documente salaire face au coût de la vie, rotations, anxiété et blessures liées aux mouvements répétitifs. La productivité mesurée en boissons par heure a augmenté de 27% en 5 ans, mais les salaires stagnent. Les plateformes de gig economy offrent un paiement similaire mais avec liberté d'horaire. Le vrai risque ? Que Starbucks cesse d'être un aimant à emploi, érodant le fondement de l'expérience en magasin. Sans barista charismatique, le mythe de la troisième maison s'effondre. Lors de son sommet annuel, l'entreprise présente Sirena AI, assistant vocal pour drive-thru. Reconnaît les accents, suggère des combos, jamais fatigué ni augmentant le salaire. Un pilote à Dallas montre qu'il réduit les erreurs de commande de 80% et raccourcit la file de 2 minutes. Les baristas craignent une nouvelle vague de suppression. La voix électronique imite l'enthousiasme humain. J'espère que ta journée sera aussi brillante que ton latte blanc. L'algorithme ajuste le ton à chaque interaction. Il apprend à répondre aux blagues, à suggérer un cookie à l'avoine qui va avec ta boisson. Peu à peu, la couche émotionnelle se digitalise. Les gens souriront de la même façon à l'enceinte si la dopamine du rituel reste intacte. Mais le plan rencontre un effet secondaire. Fidélité parfaite attire surveillance parfaite. Les données de géolocalisation, fréquence de consommation et préférences alimentaires pourraient tomber sous la régulation californienne ou européenne. Un projet de Bruxelles exige que les applications de fidélité collectent seulement les données essentielles pour la transaction. Le programme d'étoiles vacille. Sans micro-habitude, il perd sa capacité à affiner ses hameçons. L'entreprise engage des experts en dark pattern pour redessiner l'expérience sans violer la lettre, mais en contournant l'esprit de la loi. Parallèlement, un fonds environnemental achète 100 actions et présente une résolution. Obliger le Conseil à publier un rapport annuel sur l'impact des déchets. Les votes sont comptés. Les grands fonds indexés soutiennent généralement la direction. Mais les conseillers proxy commencent à recommander abstention si le Conseil ignore les risques ESG. L'équilibre vacille. La partie invisible du gobelet devient visible dans le taux d'actualisation appliqué par les analystes au flux de trésorerie. À Singapour, la chaîne inaugure un concept ultra premium, Starbucks Reserve Lab. Le menu inclut dégustation de micro-lots fermentés avec levure brevetée, filtrée en siphon de cristal sous lumière théâtrale néon-ambre. Un flight de 3 cafés coûte 38$. L'expérience utilise un nouveau langage œnologique pour légitimer le prix. Notes de tamarin, arrière-goût de casse, mémoire de cèdre. La stratégie vise à élever la perception de la marque au-dessus de la simple cafétéria. Mais la base reste le latte sucré consommé distraitement en route pour le travail. Le luxe théâtral subventionne l'expansion massive. La massivité finance le théâtre. Octobre arrive. La saison Pumpkin Spice explose à nouveau. Malgré la polémique des octogones, l'entreprise intensifie l'hystérie orange. Compte à rebours publicitaire, filtres Instagram, playlist Autumn Feels sur Spotify, le sirop désormais avec purée de citrouille réelle augmente le coût de recette de 200, le prix de la boisson monte de 50. Les ventes battent des records, le PDG le célèbre sur CNBC. Nous sommes au cœur de la culture. Aucune mention de la rareté artificielle comme moteur principal. Les préparatifs de Noël sont déjà en cours, colorant rouge synthétique approuvé par la FDA, perles de sucre comestibles fabriquées aux Pays-Bas, gobelets thématiques avec message de joie. Chaque saison, un nouvel incitatif sensoriel et émotionnel. Le train d'essence ne s'arrête pas. Mais sous la peinture festive, la réalité devient plus rude. Producteurs pressurisés, travailleurs à bout, régulateurs affûtant les décrets, activistes accumulant preuves et consommateurs commençant à additionner leurs petites dépenses pour découvrir que le gobelet à $7 pèse plus qu'il n'y paraît.